Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur, comme dans les royaumes mortels, c'est bien connu, il n'y a que la guerre, mais il y a aussi des hobbyistes, des hommes et des femmes qui font vivre notre belle passion. Et aujourd'hui, je vous propose d'allumer une lumière tamisée, d'enfiler un pull à l'effigie de votre groupe de métal préféré, de soigner votre moustache, de vous entourer d'art grimdark en tout genre, mais surtout, de préparer vos meilleurs outils de conversion, car nous partons à la rencontre de Diffus, The Old One. Salut Diffus, comment ça va? Salut, déjà hyper belle présentation, franchement, pas Merci. mal du tout quoi, bravo. Je fais ce métier depuis quelques années. Oui, bah non mais je vois ça, je suis épaté. Merci en tout cas de me mettre comme ça à l'honneur, on va dire, dans ton podcast. Bah non, ça fait plaisir. On a repéré ta vidéo il y a quelques semaines de cela. C'est ce qui a provoqué cette discussion qui nous mène à faire ce Mhm. podcast. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Mais justement, j'imagine que contrairement à peut-être à d'autres invités, quoique on aime bien récupérer les gens avant qu'ils explosent, c'est un peu notre spécialité, tu vois. Mais voilà, si on ne te connaît pas, comment tu te présenterais en fait? Eh bien, comme étant un mage dément. C'est un peu comme ça que je vends le personnage de Diffus l'Ancien ou Diffus the Old One. C'est le mage Ouais. dément qui est dans sa tour et voilà, qui fait des sortilèges, qui va fouiller de vieux grimoires et qui sombre dans une démence absolue et totale, qui n'hésite même pas à convoquer les grands anciens pour apprendre un peu plus de leurs secrets, malgré le prix que ça peut coûter quand même à ma santé mentale. Ok. Donc Voilà. t'as un doublon entre le hobbyiste et il y a aussi un personnage derrière Oui, complètement, car dans tout la ton vraie vie, je œuvre. m'appelle pas Diffus the Old One ou Diffus l'Ancien, et j'essaie de garder un tout petit peu ça de manière anonyme, même si bon, c'est pas non plus très facile, on va dire, actuellement de faire ça, et puis bon, je me cache pas non plus trop, mais bref. Mhm. Euh, ouais, il y a vraiment cette idée d'être plongé un peu dans une sorte de jeu de rôle, d'amener en tout cas les gens dans cet univers-là via ce prisme qui est le jeu, la narration et un aspect un peu théâtral également. Mais sinon, après, si on doit résumer, voilà, je suis un fou de Warhammer, Warhammer 40 000, Warhammer Battle, mais surtout pour l'aspect conversion, fabrication d'armées, plus que parler de lore ou de jeux. Voilà. Ouais, mais justement, on va de toute façon approfondir tous ces domaines. Mhm, Et carrément. effectivement, je vais pas te lâcher sur le kit bashing parce que voilà, ça me parle moi aussi. Ah, Mais trop bien. avant ça, tu n'échapperas pas à la question d'usage, à savoir comment tu as découvert en fait Warhammer. Ah, bah alors, je trouve que c'est une très belle histoire, mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui ont souvent le premier pas dans Warhammer, c'est toujours lié à des chouettes souvenirs. Mais je dois avoir 8 ou 9 ans, et en fait, j'allais tous les étés voir mon meilleur ami d'enfance, avec qui je suis toujours ami d'ailleurs, hein, ça fait presque 30 ans C'est qu'on beau. se connaît. Et Mhm. en fait, du coup, sa mère va me chercher à la gare du Midi, et dans la voiture, elle me dit est-ce que t'as entendu parler de Warhammer? Et là, je lui Mhm. réponds, bah non, ça n'existe pas en France. Parce que, étant un enfant de 8 ans, si je n'en avais pas entendu parler, c'est que ça n'existait pas. Voilà, tout simplement. Et comme j'étais Ouais. dans un autre pays, la logique faisait que, voilà, c'était une spécialité belge, Warhammer. Mhm. Et voilà. Et donc, en fait, j'arrive chez mon pote à Boisfort. Et là, je vois un régiment de zombies, un régiment de squelettes en cours de peinture. Mhm. Et en fait, ça m'a fait exploser la caboche. Là, parce que il y avait les boîtes avec les illustrations en plus de ça, et Bah ouais, grande il y époque. avait un impact visuel qui était tellement fort entre le régiment, la boîte, et puis ce pote m'avait fait aussi découvrir Diablo 2, et je jouais Nécromancien. Mhm. Donc du coup, voilà quoi, c'était l'univers que j'aimais tant dans un jeu vidéo était là dans la vraie vie. Je pouvais devenir un Télescopé, ouais. Nécromancien quoi. Il y avait vraiment ce truc là. Mhm. Donc voilà, le Trop premier pas dans marrant. Warhammer, c'est un chouette souvenir d'enfance. Enfin, je me rappelle vraiment de cette scène dans la voiture où je réponds bêtement à la mère de mon pote, bah non, ça n'existe pas en France, quoi. Et voilà, et à partir de là, en fait, j'ai été complètement mordu du hobby.
Du coup, comment ça s'est poursuivi? Une fois que t'es rentré en France, t'as cherché un Games Workshop, une boutique où tu pouvais aller trouver ça ou Ben non, j'habitais dans la Charente profonde et il n'y avait pas vraiment de boutique. À l'époque, il y avait, alors les anciens à Angoulême peut-être se rappelleront, je sais même plus comment s'appelait cette boutique, mais il y avait une boutique, c'était pas l'antre du troll, mais c'était genre la caverne ou la cave, je sais plus, c'était rue Goscinny pour les gens qui connaissent. Il y avait Ouais. une petite boutique comme ça, mais en fait c'était surtout pendant les Noëls et pour mes anniversaires, et mon anniversaire est en été, donc à chaque fois j'étais chez mon pote et on allait à la boutique de Boisfort qui est Avionique. Et en fait j'ai plus acheté en Belgique qu'en dehors, donc c'était une à deux fois par an, je m'achetais mes Warhammer avec les sous que j'avais réussi à économiser chichement. Et puis voilà. Trop bien, ouais, ouais, super histoire. Et c'est marrant parce Mm. qu'il y a effectivement déjà plein de points communs. Après, je pense que c'est aussi notre génération de hobbyistes, mais j'ai découvert Warhammer via mon meilleur pote qui était aussi un gros joueur de Diablo 2, donc c'est Ah, assez trop bien. rigolo Bah oui. de voir Mm. Mais comment il y a plein de certaines similitudes hein, dans histoires se ressemblent. ces. Enfin, c'est vraiment caractéristique d'une période des années 2000 en termes de dark fantasy. Mm. On Ouais, reconnaît vraiment cette patte dans plusieurs univers. Et c'était un peu le truc, voilà, comme tu disais au début, là, avec la veste de métal, il y avait ce truc un peu underground de cave, un peu ouais, adolescent bah cheveux ouais, longs. Voilà quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et c'est un petit peu changé, même beaucoup changé Oui, depuis. oui, oui, En tout complet, cas, ça complet. s'est pas mal généralisé, même si je pense qu'il y a aussi dans le fait qu'on ait retenu tout de suite ta vidéo sur YouTube dont on va parler, mais spontanément, en fait, il y a un effet d'identification que j'ai trouvé du coup hyper fort appartenant forcément à cette génération-là du coup. Mm. Mais ouais, j'imagine on sera pas les seuls à se Oui, reconnaître dans je ton pense aussi, histoire. ouais. Mm. Mais du coup, par la suite, comment a un petit peu évolué ton hobby? Est-ce que c'est un truc que tu as cultivé pendant toutes ces années? Tu as eu des périodes où tu as arrêté? Des fois, des gens parlent de Dark Age où en fait ils décrochent complètement. Mm. Moi, j'ai jamais décroché. Ça a toujours pris des formes plus ou moins différentes jusqu'à atteindre une forme, on va dire, relativement stable, mais quand même toujours un petit peu changeante parce que nos goûts évoluent. Comment ça se passe pour toi? Et bah oui, alors ouais, j'ai connu du coup le Dark Age, je savais pas qu'il y avait ce terme que je trouve très très beau du coup. Mais ouais, j'ai arrêté au lycée en fait. Je suis arrivé à l'internat, donc déjà ça voulait dire que le soir j'avais plus le temps, on va dire, de peindre mes figurines. Et puis Ah ouais, t'arrives c'est au... chiant l'internat pour ça. Ouais, bah alors moi ça a été de très très belles années. Vraiment, ça a été des 3 ans Ouais. absolument magnifiques. C'est marrant parce que les potes de l'internat, des fois, on en reparle un tout petit peu de ces périodes-là quand on se recroise, etc. Il y en a même un que j'ai retrouvé un peu plus tard, qui est devenu un ami que j'arrive à voir, on va dire, de manière régulière. Et ouais, on se rappelle encore de nos années internat. Donc ça, c'était super, mais justement, c'était trop super. Et du coup, les figurines ont été mises de côté. Et puis, voilà, après, donc vers mes 16 ans, et j'ai repris, bah, comme plein de gens, je pense, mais moi, c'était plus après le Covid. Pas pendant le Covid, Mhm. mais Ouais. juste après, à la fin du Covid, avec Warhammer 40 000 V9, en fait. Avec mon Ok. frangin, on s'est motivé. On s'est dit, ah bah, lui, il aimait bien les Necrons. Et moi, les Space Marines, bah, ouais, pourquoi pas. Et donc... en plus, il y avait Astartes donc, qui est sorti et qui m'a, Ouais. pareil, scotché. Je me Scotché. suis dit, ah ouais, en fait, Ouais. c'est ça un Space Marine, quoi. C'est Mhm. ça. Et puis voilà, quoi. Là, j'ai replongé. Mais en effet, ouais, il y a eu une période qui a duré une bonne dizaine d'années. Malgré le fait que, quand même, j'ai acheté quelques petits tyrannides, j'ai acheté quelques soldats de l'Empire pendant ce Mhm. trou de 10 ans. J'ai joué à Warhammer, le jeu de rôle, avec des amis. Mais c'était vraiment comme ça de temps en temps. Peut-être qu'en 10 ans, il y a eu une petite partie timidement, je me rappelle, sur une table de cuisine chez un ami. Donc bon, voilà quoi. C'est marrant parce que c'est pas forcément ce que reflète justement ta chaîne YouTube. On a Hmm. l'impression de quelqu'un qui a collectionné pendant j'allais dire des milliers, bon déjà des dizaines d'années, tu vois, plein de... Alors peut-être que tu as été aussi rechercher des reliques ou que tu les as Ah oui, juste oui. gardées pendant ton ce temps. J'ai retrouvé deux, trois petites choses que j'avais gardées chez mes parents. Il y a une chose que j'ai achetée, je le regrette, c'est mon premier catalogue de games, donc qui devait être celui Mhm. de 2003 ou 2004. Et je l'ai jeté. Et j'en suis très très triste, d'autant plus qu'on avait créé à l'époque un petit jeu de rôle où on pouvait conquérir comme ça des nations et on pouvait recruter des unités et on utilisait le catalogue de Warhammer pour dire quelle unité on recrutait, donc on les entourait, on mettait des petites croix, etc. Et bah, Mhm. ça je l'ai jeté parce qu'ado je me suis dit bon c'est pas grave, je m'en fiche. C'est un Et j'ai catalogue quoi. revendu aussi des codex sur ces discounts et ce genre de trucs là Mhm. à l'époque. Et en fait quand j'ai replongé, alors j'ai vraiment replongé fort il y a 2 ans. Mhm. Et en fait, bah, j'ai écumé le bon coin. J'ai Ouais. vraiment sur le bon coin, à la recherche tout le temps de petites offres.
Et puis du coup, j'ai découvert aussi des vieilles reliques. Je me suis dit, j'aimerais bien les posséder. Et je suis du genre un peu pêcheur comme ça. Je suis posé sur le coin, j'attends la belle occasion. Et dès que je fais le truc, hop là, c'est bon, j'y vais, je balance mon épuisette et compagnie. Et puis feu quoi. Et ouais, j'ai trouvé des Trop trucs bien. superbes et pour des prix très très corrects en plus de ça sur le bon coin. Ouais, c'est clair, il y a des bonnes affaires à faire, Ouais. notamment sur tous Mm. ces trucs, effectivement, des éditions précédentes, parce que en plus avec la folie qu'on vit aujourd'hui, avec la mise à jour des règles, etc., de Mm. plus en plus de gens se débarrassent très vite finalement Oui, de ces bouquins-là, totalement. Mm. alors qu'à l'époque on avait tendance à voilà, les garder religieusement. Donc moi j'ai tout rapatrié même chez moi, c'était chez mes parents pendant longtemps, mais je suis content d'avoir ramené ça à la maison. Donc je peux comprendre le besoin de retrouver ces vieux codex et ces vieux amours d'antan. Ben oui, parce que voilà, quand j'ai repris avec la V9, j'ai été très. Au début, il y a eu l'excitation de remettre la main à la pâte. Puis il y a eu Mhm. une partie qu'on a fait avec mes deux frères, on a joué jusqu'à 7 heures du matin, donc on a vraiment joué toute la nuit. Et c'était extraordinaire, on a eu des fous rires, c'était génial. Mais en fait, je me suis rendu compte après coup que je m'étais trompé dans les règles et qu'en fait, on avait fait un peu des règles maison sans le vouloir. En fait, on avait fait du tour alterné. On avait fait du tour alterné. Mais voilà, et en fait, ça marchait tellement bien, ça mettait un dynamisme de fou dans la partie et des petites Mhm. armées très petites. Donc on n'attendait pas 3 heures que quelqu'un fasse 40 tirs et ce genre de choses. Ouais. Et en fait, ça a été un super moment, et pour moi, un des plus chouettes moments de hobby à partir de la reprise, quoi. C'était cette fameuse partie avec mes frangins. C'est aussi une activité familiale du coup, le hobby, c'est tes petits frères, tes grands frères. Mais ça l'est devenu, moi je suis l'aîné, et en fait, ça permet de créer du lien avec mes frères. Je suis plutôt du genre ours dans sa cave, et je parle pas trop en général. Enfin, comment dire j'avais pas trop d'atomes crochus, on va dire, avec mes frères, mis à part quelques-uns, mais enfin, c'était pas trop développé. Et en fait, en se mettant à Warhammer tous les trois, et ben, l'un de mes frères, on se voit maintenant régulièrement, on se fait des sessions peinture, et en fait, c'est des moments où on se retrouve et on se parle, et en plus de ça, on a replongé tous les trois dans Magic, donc là, j'avais encore des MP. Maintenant, on a même une conversation entre frangins, ce qu'on n'avait pas avant, ça peut sembler banal, mais voilà quoi. Donc, non, le hobby a vraiment resserré des liens. Ah ouais, complet, complet. Oui, je pense que sinon, avec mes frères, j'aurais pas trop cet échange que j'ai avec eux, alors que maintenant, voilà, on passe des heures ensemble à jouer, à peindre, et c'est super. Enfin, franchement, je trouve ça trop bien, quoi. Ah, j'ai deux petits frères aussi, je suis Mm. aussi l'aîné, mais malheureusement ils ne sont jamais vraiment tombés dans le hobby, même s'ils aiment bien le lore et tout ça, donc je Ouais. suis Ah, mais. meurtri, je n'ai personne avec qui jouer dans ma famille. Ah, j'ai essayé. Quand j'étais ado, j'ai essayé quand même. Enfin, plus jeune, je veux dire. J'ai vraiment essayé, même en donnant des Warhammer à mon frère. Et Mhm. bah, il était peut-être trop jeune à ce moment-là. Enfin, je sais pas, ça l'a pas tant passionné que ça sur le moment. Même s'il s'achetait de temps en temps quelques figurines, et mon troisième frère, pareil, s'est acheté aussi quelques petites figurines, mais c'était très timidement. Alors que, pour ma part, mon père m'a carrément construit un bureau pour que je puisse peindre dès qu'on est arrivé dans la maison dans laquelle on a emménagé à cette époque-là. Et bureau que j'ai gardé, qui je crois qu'il l'a même pas encore démonté. C'est devenu une salle cinéma maintenant. J'ai donné ma chambre. J'ai fait, hop là, c'est bon. J'ai pas besoin de ma chambre d'ado. T'en fais une. Et mon père, du coup, en a profité. Il a fait une salle cinéma dedans et c'est très très bien maintenant. Mais je crois que le bureau est toujours là. Le bureau est toujours là parce qu'il avait fait en OSB contre le mur et tout. Ah Et, ouais, un bel objet donc. ah bah, enfin, moi j'étais fou ado d'avoir ce coin peinture. C'était trop trop bien quoi. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, à travers ces différentes époques-là, est-ce que tu as nourri une passion pour des factions ou des personnages ou même des... Alors on a parlé de 40 000, de Battle. En fait, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de dire, tes équipes préférées, quoi? Qu'est-ce que vers quoi tu reviens en permanence finalement? Bah, c'est ça qui est marrant, c'est que je me rends compte que en fonction des périodes, ça n'a jamais été la même chose. Et même Ok. gamin, je me disais, ça serait cool qu'il y ait un jeu où on n'ait pas besoin de faire d'armée. Comme ça, je pourrais faire un peu de tout. Parce que déjà, gamin, j'achetais tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai une petite boîte à rabios qui est assez sympa. C'est que déjà, j'ai conservé des rabios de l'époque. Et voilà. Mais en plus, ça évolue parce que voilà, je me suis remis au hobby en 2021, je crois. 2020, 2021, je sais plus. Et Mhm. donc ça fait 5 ans, mais ça fait vraiment 2 ans que j'ai replongé dedans comme un fou. Donc ce qui fait qu'à chaque fois je redécouvre les factions. Là en ce moment, par exemple, c'est les Eldar qui me font l'œil. Jamais avant je n'aurais été intéressé par les Eldar. Maintenant, je me dis, après les Sœurs de Bataille, enfin, on parlera plus tard de ce projet de Sœurs de Bataille, je pense qu'en vrai c'est le projet d'une vie, c'est vraiment le projet d'une vie, mais
Non, non, là en ce moment, ouais, c'est les Eldar qui me font de l'œil. Mais il y a 6 mois, je voulais me faire une bande orc qu'avec des véhicules. Euh, et puis, en fait, je change tout le temps d'idée. Donc, ouais, là, par exemple, c'est les ogres aussi qui me font de l'œil. Voilà, j'ai envie de me faire une armée pour battle ogre. En plus de ça, je trouve que les figurines games sont très très raides, donc c'est une invitation à la conversion et j'ai envie de tellement me faire plaisir à les découper, à créer du mouvement. Il y a plein de gens sur Instagram qui font des trucs mais complètement fous chez les ogres en termes de conversion et qui arrivent à les rendre très dynamiques. Là, j'ai vu une offre sur le Bon Coin à 20 € pour les ogres de Blood Bowl. J'ai passé 5 minutes à attendre devant le bouton payer, à me dire bon, est-ce que j'achète ça vraiment maintenant? J'ai déjà des armées, mais en même temps, c'est une occasion de fou. Même si c'est dans 2 ans, je serais très content de l'avoir. Et je me suis dit non, non, non. Je mets des sous seulement dans les trucs qui vont me servir là maintenant. Je me calme, je me calme. Mais donc T'as voilà, rationalisé la pile of shame. bah, je m'assagis avec le temps et puis bon, j'ai acheté une maison. Donc j'ai réfléchi à 2 fois avant d'acheter un truc de manière un peu trop spontanée. Mais voilà, pour essayer de Ouais. répondre le plus précisément possible à ta question, je dirais c'est tout ce qui va être l'Ordo Hereticus, les Ok. Inquisiteurs, il y a les Zélotes, donc ça c'est Planet Wargame qui avait vraiment, je trouve, un peu popularisé ce terme-là dans le hobby, mais voilà, les Zélotes, les fanatiques, les dévots, le peuple en fait, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, le culte Jenny Stealer me fait de l'œil aussi Ouais, pour je cette part-là. commençais à y penser là. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, ouais, je dirais vraiment c'est l'Ordo Hereticus, donc les chasseurs de sorcières, qui est ma faction préférée, quoi. Parce que justement, elle est excessivement polyvalente et on retrouve de tout. Et on peut mettre dedans un peu de tout avec de l'Imperium. Donc rien ne m'empêche de faire une légion pénale, rien ne m'empêche de mettre de la garde impériale. Je peux mettre des Mhm. Space Marines à l'intérieur. Donc justement, c'est un peu le pivot que j'ai trouvé qui me permet de assouvir mes pulsions de ah tiens, ça m'intéresse, vas-y. Ouais, j'allais Ah, dire, c'est bien tombé, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, sinon après, les Eldar sont sur ma liste, ils me font de l'œil et je pense que ouais, je me ferai une petite armée, pas grand chose, hein, 500 points, 1000 points, mais d'Eldar à un moment quoi, parce que Mhm. les nouvelles sorties sont très très jolies. Et Ouais, voilà quoi. ça, elles Mm. font plaisir. Et Ah en ouais. plus, c'est une esthétique qui a pas vraiment changé pour le coup. Donc, si t'as des vieilles filles ou t'as envie de bidouiller, enfin, Mm. c'est assez marrant de voir à quel point il y a des trucs qui changent. Par contre, les Eldar restent ultra constants dans leur style, dans leur vocabulaire Oui, visuel. Et ça fait plaisir. Même si on a quand même 2 3 nouveautés à se mettre sous la dent ces dernières années. ouais, tout à fait. Mais du coup, 1000 points d'Eldar, ça pèse bien peu face à 10 000 points quand même. 10 000 points de sœur de bataille, oui, oui. Alors, c'était ta première vidéo YouTube, si je dis pas de Mhm. bêtises. Oui, oui, c'est Avant tout ça, à fait. tu faisais du live, du Mm. JDR en live avec les gens qui te suivaient. Ouais, j'ai créé un jeu de rôle qui s'appelle La quête du voyageur, où en fait je Mhm. suis le maître de jeu et les gens dans le chat incarnent un seul et même personnage. Et j'ai dessiné toutes les cartes, tous les pions, tous les objets, j'ai créé le système de jeu, etc. Et j'ai utilisé le logiciel qui sert à streamer qui s'appelle OBS pour en faire une sorte de jeu vidéo quelque part. Mhm. Et dès que quelqu'un donnait un sub à la chaîne Twitch, et ben en fait il devenait un personnage de l'histoire. Donc soit une créature, soit un objet légendaire, soit un personnage, voilà. Et en fonction Trop du stylé, don que ouais. les gens donnaient aussi, bah, il devenait un personnage plus ou moins important dans l'histoire. Et, euh, et donc voilà, et ça a duré 8 mois. On a fait une campagne sur 8 mois, avec au début une partie tous les mois, parce qu'il fallait que je dessine et que je crée beaucoup, beaucoup d'éléments. C'était Bah ouais, un c'est du travail de taf de fou. fou. Ouais. Ah, c'était des dizaines d'heures de travail par jour. J'étais au chômage à ce moment-là, donc du coup, je faisais quasiment que ça. Puis après, je me suis dit, ça y est, j'ai assez d'éléments, on va sombrer encore plus dans la folie, je vais faire une partie tous les 15 jours. Et Mhm. on a terminé la campagne, je crois que c'était début septembre. Donc après 8 mois de partie, avec plus d'une centaine de personnes qui ont soutenu le projet, et donc une centaine de créatures, de personnages, etc. Donc ça, c'était un super projet qui est pour moi mon plus gros projet artistique que j'ai pu mener jusque-là. Parce que voilà, c'était fou. Et puis même, j'ai tout un petit groupe qui a créé la musique pour moi, qui a composé la musique. Donc les musiques qu'on entend maintenant dans les vidéos YouTube, ce sont les musiques qui ont été composées à la base pour la quête du voyageur. On a même réalisé une D'accord. publicité. Une pub très dans la vibe années 90, Simbad le marin, Stargate SG1, ce genre de truc, Xena la guerrière, Hercule et compagnie. Donc un côté très Mhm. très kitsch, fun et aussi vieille pub de jeux de société qui passait à la télévision. Donc ça, on s'est chauffé pendant 4 jours à 3 pour le faire avec ma copine et mon beau-frère et c'était absolument génial. On allait tourner, on a trouvé des spots dans la nature, pas loin de chez des amis à moi et tout ça. Enfin, c'était vraiment fou, un super moment. Mhm.
Puis voilà, donc ça c'est la quête du voyageur, le jeu de rôle que j'ai créé où il y a des VOD qui sont mis sur YouTube. Et puis euh, ma copine qui est journaliste s'est acheté un super appareil photo. Voilà, c'est son cadeau d'anniversaire. Et en fait, bah, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait est-ce que je peux piquer ton Alpha 7 pour filmer, s'il te plaît? et, euh, et donc, à partir de là, bah voilà quoi, la première vidéo est sortie quoi. Ok. Et Mm. c'est une super vidéo qui a fait, j'ai l'impression, grand bruit dans notre communauté francophone en tout cas. Beaucoup de gens me l'ont envoyé, m'ont dit ah tu vas adorer ce que fait ce gars, et puis regarde le niveau de production value sur la Mm. vidéo qui, bon tu parlais de l'appareil photo, mais au-delà de ça il y a l'ambiance, il y a le décor autour de toi que les gens n'auront pas à l'audio, mais que je vois sous un autre angle Oui, oui, et sous une autre lumière, c'est mon bureau. mais voilà, Mm. qui est rempli en fait finalement de magie quoi. C'est presque aussi un personnage à part entière. Tu le disais aussi en intro, tu joues un personnage. Et du coup, j'ai trouvé un peu une formule qui était à la fois très, tu vois, YouTube compatible dans le sens, voilà, créer des personnages, l'ambiance, etc. Mm. Des trucs entrecoupés, mais en même temps très, très personnel et en tout cas par rapport à la sphère du hobby, qui est quand même vachement limitée en fait à l'échelle de YouTube, Mm. j'ai trouvé ça vraiment unique et ça m'a vraiment frappé et aussi beaucoup touché ce que tu racontais sur comment tu avais créé tes codex, toute l'histoire du 24, c'est ça? Ouais, du Euh, 24, ouais, ouais, notre ouais, campagne narrative. Mm. ouais. Donc en fait, ton armée de sœurs de bataille se retrouve dans cette vidéo avec l'ambition d'en faire 10 000 points. Cette vidéo raconte autant ton armée que l'armée raconte la vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai trouvé Ouais, ça ouais, ouais. super intéressant de Mm. rentrer. C'était un peu comme si tu ouvrais la porte et tiens, je suis en pleine campagne narrative, viens, je te raconte l'histoire. Et j'ai trouvé ça hyper stimulant, hyper cosy et ça m'a limite poussé encore un peu plus moi dans mes envies du moment. Donc je te remercie pour ça déjà. Et ensuite, je voulais savoir comment t'en étais venu finalement à te dire bon bah ok maintenant c'est ma chaîne c'est du hobby entre guillemets sous cet angle là quoi. Bon, bah déjà, je te remercie énormément pour cet éloge, ça fait vraiment très plaisir. Surtout, ce qui fait super plaisir avec cette vidéo, c'est qu'il y a plein de personnes qui m'ont sorti cette idée de... cette vidéo les a motivés, on va dire, à repartir Mhm. dans quelque chose d'un peu plus personnel. Et je pense que ça a fait un peu du bien aussi à plein de gens de se dire, ah, en fait, je Ouais, suis je pas tout crois. seul à être dans mes délires de Mhm. figurines. Et c'était un peu l'idée. C'est ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'était comme Planet Wargame a fait en fait quand je me suis remis au hobby, je me suis dit ah oui en fait il y a plusieurs personnes qui ont cette vision là du hobby. C'est Ouais. incroyable de plus mettre en avant le côté narratif et de poser des questions un peu plus profondes sur comment je compose mon armée. Et ça faisait un moment que je voulais faire du YouTube, mais je voulais pas que mes vidéos soient de mauvaise qualité en fait. Et donc Mhm. je nourrissais ce fantasme d'un jour faire des vidéos parce que je consomme énormément de YouTube. Et quand je travaille, en fait, j'ai constamment YouTube qui tourne en boucle, en fait. Plein de vidéos, Mhm. plein de trucs très très différents que j'écoute, etc. C'est un peu ma radio, on va dire. Et donc j'étais vraiment nourri de tous ces codes-là et je me suis dit, je veux faire quelque chose de très personnel, mais à la fois qui peut toucher des gens qui auraient pas une réticence, mais qui auraient une méconnaissance par rapport à cette vision-là Mhm. du hobby. Et donc pas être trop hardcore, on va dire, dans le côté je suis un super créatif et j'y vais à balle et let's go, suivez-moi si vous Mhm. pouvez. L'idée c'est plus de dire bah voilà comment je vis mon truc. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que vous allez kiffer. Et apparemment, bah oui, c'est vrai que ça a plutôt Apparemment bien les gens tourné. ouais, kiffent. Bah ouais, j'étais super surpris, j'avoue que je suis très frileux des réseaux sociaux. Mhm. J'ai fait pendant très longtemps et je continue encore aujourd'hui, mais je viens du milieu sportif. Mhm. Enfin, je viens pas du milieu sportif, mais je pratique beaucoup de sport. Je suis gérant d'un club de Béour, etc. Et donc, voilà, je voyais sur les réseaux souvent dans le milieu sport, des fois c'est un peu dur dans les commentaires. Quand Ouais. quelqu'un pose une question, il s'en prend plein la tronche. Et puis je voyais aussi par exemple sur Warhammer 40 000 France, dans les commentaires, des fois je lisais les sections commentaires, je me disais ah c'est quand même dommage, ça se tape quand même pas mal sur la gueule. Et Ouais, ça c'est clair. c'est un truc qui me faisait peur quand j'ai mis ma première vidéo YouTube. Je me suis dit bon bah j'espère que je vais pas trop me prendre, j'ai pas envie d'avoir à encaisser ce truc là, je veux juste être quelqu'un qui partage sa passion et voilà quoi. Mhm. Et en fait, il y a eu que des commentaires positifs et vraiment cool. Et donc ça m'a réjoui, ça m'a rassuré. Et donc ça c'était top. Et ça m'a tellement motivé à faire la prochaine vidéo qui est bah, là en tournage et bah, qui d'ailleurs je pense quand les gens écouteront ce podcast auront bah, peut-être vu. En tout cas elle sera sortie la vidéo puisque je Allez la finis le voir. montage bientôt. Mm.
Je t'interromps en fait au milieu du montage et de la production de cette vidéo hein, pour être tout à fait transparent avec les gens. J'espère que je te mettrai pas en retard, mais on a hâte de Ça voir ira. ça. Ouais, bah moi j'ai tellement hâte de la sortir, histoire de dire aussi c'est fini. Parce que là, ça fait un mois que je Mhm, travaille dessus. La première, ça a duré quoi je crois que je l'ai fait en 5 jours. C'est parce que c'était très mhm, facile en fait. J'avais toute mon armée disposée sur la table. Et juste, je parlais de mes figurines. C'était assez simple. Là, la prochaine vidéo aborde un sujet un peu plus. J'aborde un sujet, on va dire, un peu plus profond par rapport à la manière de percevoir son armée. Et donc mhm. là, je me suis retrouvé plein de fois à ce truc de me dire où est-ce que j'emmène les gens en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça a vraiment du sens? Je montrais à ma copine qui connaît pas grand-chose à Warhammer et qui s'y intéresse pas plus que ça. Et au bout d'un moment, elle m'a dit mais en fait, elle parle de quoi ta vidéo? Et là, je me suis dit merde. Euh, Zut, là, ça va être un peu difficile. Il faut que quelqu'un. En fait, ce que je veux, c'est que quelqu'un qui ne connaisse rien au hobby puisse quand même y trouver un intérêt. Ouais, voilà. C'est ça, de se dire, en fait, c'est pas que parler de hobby, c'est parler d'un univers fantastique, c'est partager une passion, c'est peut-être aussi faire un tout petit peu rêver, même si l'univers de Warhammer 40 000 fait pas trop rêver. Ouais, Personnellement, non, j'aimerais c'est pas clair. trop vivre dans cet univers-là. Non, moi non Mais plus. bon. Ou alors peut-être chez les taux, c'est les seuls qui peut-être sont un peu cool, mais voilà quoi. Ouais, c'est un peu chaud de se projeter, mais c'est vrai qu'après, cet imaginaire cauchemardesque, il a quelque chose aussi des fois d'assez cathartique. Enfin, on comprend pourquoi les gens finalement s'enfoncent aussi Complet. dedans, et c'est ça qu'il a d'intéressant, même si c'est parfois un petit peu ambivalent. Mais ouais, ouais, en tout cas, enfin, j'ai hâte de voir où tu vas nous mener de vidéo en vidéo. Est-ce que ça t'a mis une pression en fait finalement à l'inverse par rapport à toute cette positivité peut-être à laquelle tu redoutais l'inverse et d'un coup plein de gens sont en mode ouais ok let's Hmm. go emporte-nous. Ben, en fait, c'est que positif parce qu'en fait, je fais pas ça pour gagner ma vie. J'ai mon travail à côté. Alors là, pour l'instant, je travaille dans le dessin animé. Je travaille dans le dessin animé D'accord. et pour l'instant, j'ai pas de travail en fait. Je Mhm. travaille pour un studio et pour l'instant, il n'y a pas de prod en cours. Donc là, voilà, je suis au chômage et je me mets à fond dans la rénovation de ma maison et du coup Twitch et vidéo YouTube. Ah, ça, c'est vraiment l'idée. Et est-ce que ça m'a mis une pression? Bah, du coup, non, parce que voilà, je suis dans ce truc de. Je fais ça pour le pur plaisir. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, Mhm. c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, je m'éclate à le faire. Et c'est juste génial. Je suis pas là à me dire, ouais, il faut que je sorte des vidéos parce que c'est ça qui va me permettre de payer mon Ouais, les emprunt, c'est ça qui va me factures, ouais, ouais. permettre de payer mon essence, etc. Là, pour l'instant, j'ai mon chômage qui tombe, mais bon, j'espère courant mars quand même reprendre du travail et à partir de là, en fait, voilà, j'aurai tous les mois mon salaire qui va tomber et mon plaisir, ça va vraiment être de faire des vidéos. Euh, et donc à partir de là, il n'y a pas de pression parce qu'en fait, je parle de ce que je veux, de la manière que je le souhaite, tout en prenant quand même en compte les remarques des gens parce que bah, c'est des critiques constructives, donc ça me pousse à faire mieux. Mais je me dis pas, ah ouais, il faut que ça fasse des vues, il faut que ça cartonne. Parce qu'à partir de là aussi, je pense que je serai plus honnête dans la démarche si je commence à penser comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, vivre de ça, ça serait un rêve, ça serait génial. Mais bon, chaque chose en son temps d'abord. Et puis, le fait d'avoir un salaire à côté et de me dire, il n'y a pas de pression d'un point de vue financier, euh, c'est cool. Voilà, c'est juste du temps libre. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo sur leur temps libre, et bah moi, je monte des vidéos, quoi. C'est un peu Ouais, ça. ouais, non, bah écoute, pour notre plus grand plaisir, et puis j'imagine que pour beaucoup de gens, bah, je vous invite à les découvrir si c'est pas déjà fait, et puis aussi pour leur aspect visuel, donc c'est pas forcément les vidéos que vous allez mettre en fond en peignant, enfin, je trouve que c'est encore plus cool d'en profiter, même si Mm. j'imagine que les gens pourraient aussi se reconnaître juste à l'audio dans tout ce que tu racontes, parce que c'est très pertinent, surtout pour des gens qui ont une appétence vers le jeu narratif, vers la construction d'armées plus personnelles, ce genre de choses. Mm. Mais justement, j'y viens, mais je voulais rebondir avant ça sur ton métier en fait parce que j'étais un petit peu curieux. Tu parlais de dessin animé. Est-ce que toi tu es dans la prod en tant qu'artiste ou pas du tout? Alors moi, je suis technicien, on va dire, dans le dessin animé. Je suis rigueur 2D Toon Boom. Voilà, donc en gros, Toon Boom, c'est le logiciel. Et ce que je fais, c'est que Ouais, j'articule les pantins pour que les animateurs puissent animer. Mais je travaille pas en 3D, je travaille en 2D. Donc c'est un job hyper... Enfin, c'est vraiment très technique. En gros, c'est un système nodal. Donc je branche... il y a des, c'est difficile à expliquer, mais en gros, voilà, je fais les systèmes pour faire que par exemple le personnage puisse plier le bras et que quand le trait du bras rentre en contact avec une autre partie de la peau, bah, qu'il ne disparaisse pas, qu'il ne se fasse pas couper. Alors au contraire, je crée des systèmes de cutter. Enfin bref, c'est technique. Les autopatchs, tout ça, machin. Les gens qui font de l'anime peut-être reconnaîtront les termes. Mais voilà, moi je fais du rig 2D du coup. Et, et c'est
vraiment technique, il n'y a rien de créatif. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui me bute un peu parce que je passe 8 heures, j'ai l'impression d'être à l'usine. J'ai une fiche de tous les personnages à D'accord, faire. ok. Voilà, j'ai bossé sur les 2 saisons de Barbapapa qui sont en diffusion là en ce moment sur TF1 par exemple. Donc voilà, les gens qui regardent Barbapapa ou le dessin animé Le Loup ou Mhm. Zouk la sorcière, ce genre de trucs là, voilà, j'ai taffé dessus. Mais à chaque fois en tant que rigueur, pas en tant qu'animateur, j'ai pas fait les décors, ce genre de choses là, je travaille pas là-dessus. Mhm. Et justement, en fait, faire des vidéos, faire de la figurine, en fait, nourrit ce besoin de créativité qui est hyper restreint, on va dire, dans le rig. Ouais, c'est super intéressant parce que je m'attendais justement à ce que ce soit peut-être l'inverse, que tu sois déjà, entre guillemets, engagé dans ce milieu-là pour être enfin, quelqu'un de super créatif. Mais c'est plutôt la frustration qui génère une espèce de maxi créativité ailleurs, ce qui est super amusant. Et ça sauve ma question. J'avais peur d'être sur le sujet. Non, non, mais justement, en fait, je suis trop, on va dire, à l'arrache dans la manière de travailler, donc je suis pas un bon animateur pour animer de la série. J'ai fait mon court métrage et je suis capable d'animer, mais c'est des choses que je fais à ma façon, en fait. Et donc, être dans Mhm. un travail technique est très bien parce que je sais que la technique, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est simple. T'as A plus B, Ouais, et puis après, voilà. Et tu connais tes t'enchaînes. trucs par cœur, et puis voilà, et c'est que de la logique, et voilà. Donc là-dedans, c'était plus simple pour moi, parce que sinon, en termes de travail, dès que j'allais voir les studios, ils me disaient, on aime bien ce que tu fais, mais en fait, voilà, t'as ta patte à toi, mais on va dire, entre guillemets, t'es trop créatif. Et, euh, Mhm. et ça marchera pas dans la manière que je faisais. Enfin, ils se rendaient pas compte de ce que j'étais capable de faire. Donc j'étais un peu en errance pendant un petit moment et je faisais des clips animés pour deux trois petits groupes, mais bon, c'était pas fou. Et ouais, ce job technique, bon bah voilà, ça fait que je suis devant mon PC, je fais le job à faire, à la fin du mois, pouf, j'ai mes sous, et ça m'a permis en fait de développer tous mes projets. Bah voilà, par exemple, j'en parlais vite fait tout à l'heure, mais j'ai monté un club de Béour qui Mhm. marche très bien maintenant, et en fait ça c'était mon occupation sur le temps libre à fond, le sport et le Béour. Et après, voilà, j'ai une blessure qui fait que je peux plus pratiquer de sport de combat, donc du coup bah c'est là où en fait j'ai vraiment sombré dans le hobby, parce que déjà il y avait la dépression de je peux plus combattre. Donc ça, c'est un Ouais. truc qui est très dur. Je pense que toutes les personnes qui pratiquent un sport, et surtout le sport en équipe, et en plus en tant que Mhm. capitaine d'équipe et président de club, bah dire bah tu peux plus combattre avec tes gars, c'était un peu difficile. Donc en fait, je me suis réfugié dans le hobby, la peinture, et là, en fait, ça m'a fait un bien, bien fou, quoi. Ça a vraiment permis de Mhm. lâcher les vannes, et puis après, ouais, après, Twitch, YouTube et tout ça, c'est que du bonus, et ça amplifie le plaisir que je prends à parler de tout ça, quoi. Ouais, bah ouais, je me reconnais, alors pas dans les blessures et le sport, parce que je suis pas un très grand sportif et j'ai la chance de ne jamais m'être blessé jusqu'à présent, mais pour les fois où je cours et fais un peu de muscu. Hmm. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est plus par rapport au côté comment en fait on peut aimer faire du hobby et quelque part aussi avoir un plaisir à en parler et à incarner en fait cet amour-là auprès d'autres gens, enfin entre guillemets Hmm. transmettre toute cette passion qui est bouillonnante, enfin je me reconnais vraiment là-dedans. Et je voulais te demander du coup parce que c'était ça en fait le sens de ma question précédente, c'est que on voit dans tes vidéos tout un tas de tableaux, peut-être bah, il y a aussi la musique qui avait été composée du coup pour ta Mhm. série sur le JDR collaboratif, mais j'ai l'impression que tu vas puiser ton inspiration dans une esthétique qui va au-delà en fait du hobby. Le hobby maintenant est devenu tellement énorme, il y a tellement de contenu purement hobby que c'est facile de ne faire du hobby que par le prisme du hobby. Et j'aime bien les gens qui ont un profil où je me dis, ah ouais, il y a peut-être une influence musicale, j'ai vu ta collection des Berserk derrière toi, Hmm. tu vois, l'attachement à certains... J'ai en face de moi, tu ne les vois pas, mais du coup j'ai l'illustration de Rock Trader, tu vois. Enfin, en fait, on s'entoure de petits objets comme ça qui, pour moi, sont presque un peu des fois, tu vois, des espèces de petits rappels de quand tu décroches du hobby, ah ouais, mais il y avait ce truc-là qui me fascinait, puis tu repars dedans, enfin, ça te fait replonger. Je voulais voir un petit peu si toi, tu avais comme ça un peu des espèces un peu de monuments ou des trucs qui t'inspirent un peu constamment, mais qui seraient pas forcément liés au hobby directement, quoi. Mais qui peuvent s'en rapprocher de par l'univers, tu vois, le côté dark fantasy dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Hmm. Mais ouais, c'est clair que je me nourris d'énormément de choses. Il y a dans le cinéma, dans l'illustration, la peinture plus traditionnelle. D'ailleurs, j'essaye de faire en sorte que dans mon style de peinture, il y ait cet aspect peinture traditionnelle. Après, Ouais.
j'ai un amour pour ce qui est un peu rustique. Voilà, Mhm. j'aime bien. Je suis un mec qui fait les godailles, donc ou chabreau, ça dépend de la région, mais en gros, quand j'ai fini ma soupe ou un plat, j'aime bien mettre un peu de rouge dedans et puis saucer mon assiette et ce genre de trucs. Je porte des charentaises, j'ai une moustache. Enfin voilà, j'ai un truc où j'adore rénover ma maison. Je fais tout. J'aime bien revenir avec des blessures partout, les mains complètement dégueulasses. Maintenant, je pratique une nouvelle discipline sportive qui s'appelle le stone lifting. Donc, je soulève des cailloux. Voilà, c'est mon truc, c'est de soulever des cailloux super lourds. Et voilà. Et donc, c'est des trucs un peu débiles, un peu enfantins au final, hein. Moi, j'appelle ça le syndrome CM2, c'est-à-dire le truc de quand la maîtresse demande d'aller chercher des chaises, t'essaies d'avoir la plus grande pile de chaises. Je le vois Ouais. vraiment de cette manière-là. Et donc j'aime tout cet aspect rustique un peu dur. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien le côté Warhammer 40 000 années 2000, qui était beaucoup plus ténébreux, qui Ouais. abordait des sujets vraiment pas évidents. Et Warhammer 40 000, en fait, c'est pas drôle du tout, quoi. Quand on regarde un Mhm. peu l'univers, la manière dont c'est construit, etc. Et ce qui s'y passe, c'est abominable. Déjà, juste la phrase de base, c'est dans un sombre futur, il n'y a que la guerre. Mhm. C'est terrifiant, quoi. C'est vraiment terrifiant. Et puis tous les concepts derrière sont complètement déviants. Même ceux qui se disent être le plus dans la bonne voie sont en fait les plus fous. Et voilà. Et donc déjà ça me fascine. Et puis après, ouais, donc dans la peinture, j'aime beaucoup Bruegel, par exemple. Mhm. J'aime. Alors l'autre jour, on parlait sur Twitch de Goya. Voilà, j'aime Ouais. bien aussi Goya. Caravage, j'aime beaucoup, mais après Egon Schiele, Klimt et tout ça, j'aime également. Puis Millet, enfin bref, il y a plein de peintres aussi que j'apprécie. Je vais aller chercher souvent là-dedans, regarder un peu les couleurs qu'ils utilisent, la manière dont ils peignent l'autre jour dans les boîtes à livres là qu'on a des fois dans les bleds à côté Ah oui. du Carrefour City ou ce genre de choses là où il y a les sachets à crottes pour les chiens. Et ben Ouais. là j'ai trouvé un livre sur les impressionnistes, donc un super truc, j'étais trop content, j'ai ramené Mhm. ça, j'ai commencé à regarder, je regardais comment ils peignaient pour me dire ah ouais j'aimerais bien que ma peinture de figurine ait un peu cet aspect là. Après ouais dans la gravure aussi je vais regarder ce qui se fait. Et puis après dans le jeu vidéo, alors je ne joue pas aux jeux vidéo parce que je j'arrive pas à accorder du temps aux jeux vidéo, mais Mhm. par contre j'aimerais tellement en fait y arriver. C'est le Parce problème. que, ouais, mais en fait, c'est ça, il y a trop de choses, il y a trop de choses à faire, c'est difficile de tout faire. Donc, ouais, je trouve que tout ce qui est Dark Souls, alors j'y ai jamais joué à Dark Souls, mais Mhm. je trouve qu'il y a des L'esthétique. créatures. Après, j'ai joué un peu à Bloodborne, mon frère m'a offert le, l'artwork. Donc Ouais. pareil, c'est absolument super de pouvoir regarder ça, etc. J'ai joué à Elden Ring. J'avais justement une de mes 1000 blessures qui a fait que j'ai été cloué sur le canapé pendant 5 jours à la sortie d'Elden Ring. Je devais pas bouger de chez moi, mais j'ai serré les dents, je suis rentré dans la voiture, je suis allé Ouais. chercher Elden Ring, je suis revenu. Et là, après, en fait, je suis resté dans mon canapé pendant 5-6 jours à jouer quasiment 12 heures par jour. Et j'ai plongé dans ce D'aucuns diraient truc-là. que tu as fait exprès. Voilà, ouais, presque, hein. Et là, Elden Ring, j'ai pris une vraie claque. Parce que, ouais, pour moi, c'est Diablo 2 et Dawn of War, quoi. C'est un peu les seuls jeux auxquels j'ai joué toute mon enfance. Et après ça, j'ai Mhm. très vite décroché du jeu vidéo, mais toujours en regardant un peu les univers, etc. Quand Ouais. même qui existent. Je suis pas contre ça, je trouve que c'est absolument formidable tous les univers qui se font, et puis en plus on peut les explorer, quoi. C'est ça qui est dingue. Et Ouais, donc, c'est ça. ouais, Elden Ring m'a mis une claque, et justement, il y a ce côté From Software, souvent dans leur design, les personnages humanoïdes ont des très longs avant-bras. Enfin, ils ont Mhm. vraiment des bras très très longs et j'adore ça. Et là, par exemple, dans les dernières conversions que j'ai fait, j'essaye de remettre ça un tout petit peu, quoi. Donc, je vais aller vraiment piocher un peu à gauche, à droite. Après, ouais, dans la musique, j'écoute plein de trucs différents, mais vraiment plein de trucs. Là, j'ai découvert AL9, qui est un groupe d'Amérique du Sud, deux mecs en mode très années 60-70, avec des cheveux permanentés à fond, des sortes de tenues en simili-cuir avec des gros décolletés en V. Enfin bref, il y a un truc là-dedans qui est super fun et qui me fait trop kiffer. Et j'écoute ça à fond en faisant de la peinture. Mais aussi, j'aime beaucoup Wolfpack, par exemple, qui est un super Mhm. groupe avec une belle énergie. Et aussi derrière, je vais écouter du black metal. Je vais sombrer. Là, j'ai découvert un mec qui fait du black metal acoustique, un Norvégien, Liv Reed, un gars qui est pas connu. J'ai découvert ça sur TikTok. Il y avait 3 likes ou je sais pas quoi. J'ai fait, oh putain, il a un Spotify. Il y avait 2000 écoutes par mois. Je me suis dit, putain, allez, vas-y, j'ai trouvé un truc là. Et c'est exceptionnel, ces musiques. Je les trouve vraiment folles. C'est très très sombre. Ouais, vraiment. Mais ouais, après, j'aime beaucoup le punk hardcore. Donc, pareil, il y a des trucs là-dedans qui me nourrissent. Un de mes groupes préférés, c'est Rotting Out. Et avant, ils avaient une première formation.
où ils étaient 11 chanteurs dans le groupe, je crois. Et c'était que des ados. Et en fait, ça se relayait comme ça, ils se passaient le micro et c'était fou. Il y a 2-3 lives sur YouTube de ça. Non, attends, je crois que je confonds le groupe là, maintenant j'ai un trou. Je crois que c'est Minority Unit, mais peut-être que je me plante. Bon, bref. Et c'était complètement dingo. Et j'aime beaucoup cette espèce d'énergie qu'il y a dans le punk hardcore. Voilà, donc voilà, toutes ces musiques aussi vont me nourrir en fonction de ce que je peins, de ce que j'ai envie d'écouter. Des fois, je m'écoute du classique en faisant mes sœurs de bataille parce que j'ai envie d'être plongé dans une ambiance. Mais tout comme des fois, voilà, j'ai envie d'être dans un truc un peu plus funky et puis un truc qui va m'entraîner sur la longue. Donc, je vais aller me mettre la bonne vieille funk à l'ancienne et là, je pars sur des sessions peinture très très longues. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la musique. Je vais vraiment les taper dans tout et clairement, ça m'inspire. Et après, ouais, bah, l'illustration, le jeu vidéo, peu de romans parce que malheureusement je suis pas capable de lire, je suis incapable de rester concentré. Donc j'arrive pas à lire plus de 10 pages, c'est très très dur parce que à chaque fois je lis un truc et je fais ah ouais putain mais attends mais en fait je pourrais faire ça, ou alors je tourne les pages, je réfléchis à autre chose et au moment je fais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans mon bouquin quoi. Oui, non, j'étais complètement parti ailleurs. Donc les Résidorus, c'est pas tout de suite. Non. Alors j'ai écouté en livre audio, voilà quand même. Enfin j'ai écouté 2-3 tomes. Mais ouais, je suis pas un gros addict du lore. J'aime bien en fait comprendre comment le monde est construit. Mais après, toutes les petites histoires vont moins m'intéresser. Mais j'aime bien, voilà, là par exemple, je suis en train de lire des trucs sur les chasseurs de sorcières et donc je me renseigne un peu dans les grandes lignes à quoi ça correspond, comment fonctionnent les ordos, de quoi ils s'occupent, comment est entouré un inquisiteur. Mais je vais pas aller chercher trop dans le fluff, je vais pas me rappeler des noms, je vais pas parce que en fait j'aime bien me dire ok, il y a cet univers là, voilà la structure de cet univers. Maintenant, je vais créer mes personnages qui vont en fait évoluer à l'intérieur de ça. Ouais, et rien que dans cette démarche, moi, encore une fois, je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire c'est l'idée de se réapproprier Warhammer 40 000, et c'est ce qui fait que les univers de game sont super puissants, c'est le côté finalement, tu connais pas tous les inquisiteurs, t'as pas lu tous les romans, quelque part on s'en fout, l'idée c'est que tant que tu captes le lore, tu peux le faire le tien. Mais en fait, tu peux le faire vivre. Démarre. Et à la fois, pour les gens qui sont fous des univers et qui adorent plonger dedans, mais sans réfléchir, il y a tellement de contenu que c'est fascinant. Il y a toute une mythologie qui s'est créée avec les primarques, etc., qui est super intéressante. Les relations entre les différents frères, enfin les différents primarques, je trouve ça super bien. Et quand je vois des gens qui en parlent, ça me fascine. Je suis fasciné par ce truc-là parce que je me dis, c'est une part du hobby que je ne connais pas et que je ne cultive pas. Et je ressens pas le besoin de la cultiver parce que j'ai envie d'être surpris aussi. Et donc je me dis, je vais écouter 2-3 personnes sur YouTube, en podcast, etc., qui vont venir parler justement de les Résidorus. Là, il y en a un qui est complètement fou là, sur YouTube, Oxawa, qui s'est mis à carrément parler de ce qui se passait même avant l'hérésie et qui a fait plein de vidéos sur le sujet. Et en fait, je trouve ça absolument génial que ce genre de personnes fassent ce travail-là. Parce que ça, déjà pendant les sessions peinture, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, tu peins et t'écoutes. C'est vraiment génial. Et en même temps, je me dis, c'est fou que cet univers soit si détaillé que des gens soient capables de faire un contenu qui s'étale sur des années en sortant des vidéos régulièrement, quoi. C'est formidable. Bientôt 40 ans de Warhammer 40 000. Donc, c'est ça. Et il y a l'arc et au fluff et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, quoi. Non, c'est vrai que c'est assez fascinant et tu peux aller d'un terrier à un autre terrier très très vite avec Warhammer, quoi. Tout à fait. Je voulais revenir sur toutes ces influences parce que ce qu'on voyait dans les vidéos, c'est finalement un style déjà marqué parce qu'on pourrait finalement imaginer que quelqu'un qui certes a aimé le hobby pendant toutes ces longues années, mais a repris récemment, que t'es repris dans quelque chose finalement de très... souvent quand les gens ils reprennent, pour moi ceux que j'ai connus, ils reprennent un peu à la base. Et je connais pas de gens qui comme toi sont arrivés et genre bam mon style grimdark, blanchitsu, conversion dans tous les sens, et je me suis dit limite presque c'est là il y a une déconnexion qui s'est fait dans mon cerveau quand tu m'as dit que tu avais repris il y a 2 ans, tu vois, je me suis dit 3 maintenant, mais du coup j'ai fait waouh, ok, donc le gars avait vraiment une vision claire et précise de ce qu'il voulait, et ça se voit même quand tu parles de tes conversions, parce que je pense qu'en fait on peut pas échapper à
à cette question-là quand on décrit ton style, c'est qu'on voit tout de suite que la figue, elle n'est pas telle que assemblée sur la boîte, quoi. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça, de comment ce style est né, comment tu le cultives aujourd'hui, et pourquoi finalement tu le cultives aussi? Bah, du coup, on revient sur comment j'ai découvert le hobby. Donc, quand Mhm. mon pote m'a fait découvrir, donc j'avais 8-9 ans, me fait découvrir Warhammer, il me fait découvrir ça avec les contes vampires. Et les contes vampires Mhm. à l'époque, c'était l'armée, une des armées, et même encore aujourd'hui, je trouve, qui se prête le plus à la conversion. Tu peux faire une armée de morts-vivants, de guerriers du chaos, de soldats de l'Empire, de Ouais. bretoniens. Voilà, il y a vraiment ce truc où en fait, en jouant les contes vampires, tu pouvais jouer un peu toutes les armées, quoi. Tu pouvais les chercher dans toutes les boîtes, et très vite, c'est ce que m'a dit mon pote. Il m'a dit, ah ouais, regarde, et il m'a montré le livre d'armée, et je crois que c'est dans le livre d'armée, ou peut-être dans un White Dwarf, je sais plus, mais on voyait des guerriers du chaos zombies. Enfin, à Mhm. l'époque, c'était le vieux kit de guerrier du chaos plastique que j'adore, je le trouve vraiment Ouais. Super exceptionnel. illustration aussi, ça. Ah ouais, l'illustration, elle est folle, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est Adam Smith, je crois qu'il l'a fait. Enfin, Ouais. elle est folle. Il faut que je chope la boîte, justement. Ça, c'est une des reliques que Mhm. je dois récupérer. Mais bref, et donc, du coup, il y a ce truc de. On m'explique que il y a un kit plastique, mais en fait, tu peux personnaliser ce truc-là. Et dans la tête d'un enfant de 8-9 ans qui dessine tout le temps, qui crée des univers, je passais mon temps à jouer dans le jardin, à me faire des armures avec tout ce que je trouvais, etc. Là, il y a ça, il y a ce truc de maquette où tu peux fabriquer ce que tu veux à partir Mhm. de différentes boîtes. Et en fait, tout de suite, c'est ça qui me plaît dans le hobby. C'est vraiment la première approche, c'est je peux faire ce que je veux en fait avec ça. Donc en fait, l'idée de conversion, ça vient depuis le départ. Et donc j'étais dans mon petit village en Charente et il y avait pas grand monde qui jouait à Warhammer ou du moins qui collectionnait. Et quand j'allais dans des boutiques, les rares fois où je suis allé dans des boutiques, il n'y avait pas de conversion vraiment mis en avant. C'était pas trop le truc qui était montré. Et je voyais par contre dans les White Dwarf qu'il y avait de la conversion à l'époque. Et donc je me Ouais. disais super, on a le droit de faire ça. D'autant plus qu'à l'époque sur le site de Games, on pouvait acheter pièce par pièce. Et même à la La fin VPC. Bah oui, c'était trop bien. Ouais. Bah ouais, ouais. Ouais. C'était le rêve. Des fois, je me composais comme ça des paniers en rêvant de prendre des bouts de Mhm. trucs, etc. Ou alors je regardais à la fin des White Dwarf quand il y avait justement, on nous proposait d'acheter seulement des bras, des têtes et des trucs. Je me disais, waouh, c'est trop bien. Et donc ça me stimulait en tant que petit gars, tout ça, quoi. Puis bah, il y a eu la pause hobby. Et en fait, quand j'ai repris, j'ai découvert Planet Wargame. Parce que Mhm. d'abord, en fait, j'écoutais Planet Wargame au taf. Vers 2017-2018, mais sans trop regarder plus que ça, parce que bah, j'étais à fond dans le Béour, je voulais être pris en équipe de France, donc je faisais du sport tout le temps, j'étais hyper motivé, j'étais passé capitaine de mon équipe à l'époque, donc vraiment je bossais que pour ça. Et pendant le Covid, bah, je montais mon club, donc du coup en fait je m'occupais d'entraîner mon club, etc. Donc j'avais pas du tout la tête dans le hobby. Mais à partir du moment où les choses se sont un peu tassées, qu'on a repris la compétition, etc., qu'il y a eu un peu plus de temps, j'ai replongé dans Warhammer via donc Planet Wargame et là en fait je découvre la campagne vénétienne, je découvre le codex Zélote que Vince avait créé, Ouais. Vince et Timmy et là en fait je me dis ouais il y a plein de gens qui ont cette vision que j'avais gamin et qui la cultivent Mhm. en tant qu'adulte et j'arrive sur le groupe Facebook et je vois que des gens qui partagent quasiment des conversions, qui parlent de leur rapport de bataille complètement fou et, euh, et là, en fait, j'ai trouvé, voilà, il y a, Les pour les gens tiens. qui connaissent, mais voilà, il y a Ouais. Gérard Mouldav et Joseph Moustaki qui sont qui étaient deux piliers à l'époque sur ce groupe et qui faisaient des trucs complètement fous, quoi. Et, euh, et je me suis, waouh. Et après aussi Instagram. Et j'ai créé mon compte figurine en 2021. Et là, en fait, je me suis mis à suivre le contenu de plein de gens et plein Plein de de gens. gens à travers le monde qui sont ultra créatifs Mhm. et c'est là où j'ai capté qu'en fait, c'était trop bien ce hobby-là, il n'a jamais été mort, jamais. Et au Ouais. contraire, il est devenu encore plus fort parce que maintenant, on n'est plus le petit gars dans sa campagne, on peut Bah ouais, partager. on Même est si tu es tous tout seul dans ta connectés. campagne, tu peux Ouais. toujours partager, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis plein de youtubeurs aussi anglophones ont popé partout, de gauche à droite. Mhm. Je pense à Eric Hobby Workshop ou à Miscast. Miscast, Ouais. pour moi, c'est une grosse influence et toujours je l'ai regardé ce mec avec cette envie de faire aussi de la vidéo sur YouTube. C'est vraiment lui qui m'a donné envie, clairement, de faire de la vidéo, quoi. Vraiment, lui, il Ok. m'a toujours vendu du rêve. Mm. Bah écoute, tu nous vends du rêve à ton tour avec tout ce kit bash et ce style que moi j'adore. Tu le définissais, je crois que c'était pas dans une de tes vidéos YouTube, mais c'était dans un short ou un truc comme ça. Peut-être sur Instagram, tu Mm. parlais de light. De Merde, j'ai Grimlight. plus. Je parle de Grimlight. Grimlight. Ouais, ça, c'est le terme où je m'amuse à dire, ouais, j'ai inventé le Grimlight.
Mais J'ai bien aimé cette vidéo. Je me suis dit, genre, tiens, le mec théorise. voilà, oui, bah j'avais fait ça sur un live où on s'était amusé à essayer de théoriser, à classer un peu les styles de peinture juste pour le fun, quoi. C'était marrant et j'avais trouvé que c'était un exercice vraiment chouette parce que ça permettait de s'intéresser un Mhm, peu à tous les styles de peinture. Et il y a une chose que je n'aime vraiment pas, c'est quand on crache sur quelque chose qui nous correspond pas. J'aime pas trop mhm, les gens qui disent ah ouais, le grimdark par exemple, c'est de la merde, c'est nul, c'est des mecs qui mhm. savent pas peindre. Je trouve ça toujours très dommage et très bas du front. Ouais. Et c'est pas parce que quelque chose ne me parle pas, par exemple, tout ce qui est peinture à l'aéro complètement ouf, avec des effets de Mhm. lumière et tout ça, c'est pas du tout ma cam. Enfin, c'est pas mon style, on va dire, mais par contre, je suis fasciné. Par exemple, Girio, il est super fort là, en Ouais, c'est peintre clair. français qui stream. Au début, j'étais peut-être un peu plus con, on va dire. J'étais là à me dire, ouais, bof, c'est pas trop mon Mhm. truc. Et puis après, je me suis dit, attends, quand même, prenons le temps de regarder. Et là, j'ai fait, ah, Ouais. ok, ouais, Non, il y a un certain niveau. ouais, complet. Et puis même, en fait, c'est dommage de se mettre des œillères comme ça, de se dire, ah ouais, ça correspond pas à ce que je fais, donc je vais pas regarder. Et donc, on s'est amusé comme ça à Mhm. créer à chercher un peu les différents noms de styles et tout ce genre de trucs. Et ouais, le Grimlight, c'est un terme que j'ai un peu inventé, entre gros guillemets, mais c'est que au début, j'ai donc découvert le Grimdark. Je me suis mis à peindre comme ça, à chercher toutes les techniques et à faire du weathering et compagnie. Sauf que j'ai fait ma première partie avec mon armée de Blood Angels à l'époque. Je pose ça sur la table Mhm. et je ne voyais aucune de mes figurines. Tellement elles étaient sombres en fait. Vraiment, ça se Ouais. confondait avec le décor et je comprenais. Il n'y avait aucune lecture en fait. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce que de près, c'est super beau. Il y a plein de textures, il y a des effets. J'étais très content de Mhm. cette armée. Mais par contre, une fois posé sur la table, tu, tu vois que dalle, quoi. C'est pas fou. L'équilibre est difficile à trouver, ouais. Tout à fait. Et donc, c'est là où je me suis dit, je vais faire du Grimlight, où je vais aller chercher à faire cet aspect très sombre, très gothique dans ma peinture, mais à la fois utiliser des techniques de peinture plus traditionnelles avec du highlight et compagnie euh, pour faire ressortir du détail et aussi mettre des Mhm. couleurs flashy dans ma peinture pour vraiment que ça pop Ouais. et me dire toujours il faut que à peu près je sois à 1 mètre de ma figurine et que je sois capable d'avoir une lecture. Ce qui fait que maintenant, Ouais. peu importe l'éclairage dans la pièce, quand je pose mes figurines sur la table, eh ben, elles se décollent un tout petit peu du décor, tout en gardant quand même cet esprit sombre Dark Sasuke, quoi. Ouais, il faut. Ouais, ouais, Non, ouais. non, mais ouais, c'est vrai que c'est un équilibre délicat à Mhm. trouver et surtout, effectivement, quand t'as une vraie passion pour ce style-là aussi, quoi, parce que effectivement, c'est vrai que parfois, il est injustement accusé d'être une sorte de raccourci un peu facile. Et du coup, moi, Mhm. je trouve que au contraire, on parle pas assez d'ailleurs de style, je trouve, dans le hobby de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un style games, il y a le grim dark, il y a eu un peu le slap shop, Ouais, mais ouais. en fait très vite. Et il y a le style contraste, mais qui est induit presque par l'outil plus que le style de la personne. Mhm. Et Tout moi, à j'aime fait. bien dire aux gens, tiens, ton style, c'est un peu ça, et genre essayer de comprendre un peu comment ils approchent le truc. Et je trouve ça assez fascinant. Et en tout cas, moi, j'étais content justement de tomber sur quelqu'un qui Ouais, ouais. avait entre guillemets au moins catégorisé son truc et c'était super intéressant parce qu'effectivement ça rappelle aussi les techniques de peinture traditionnelles où sur Mais c'est ça. Mhm. des tableaux très sombres tu peux avoir des highlights ultra forts en fait sur certains trucs, la lumière divine notamment qui transperce les ombres, Ah ce bah genre de complet. choses quoi. Ah bah oui, Mhm. complet. Puis même en fait la peinture c'est comme du kit bash en fait. Il faut essayer de trouver un truc un peu personnel. Faut pas avoir peur de faire des erreurs et d'expérimenter et d'aller piocher en fait partout. D'aller regarder Ouais. la boîte à Rabio, pour moi, en termes de peinture, c'est Instagram. C'est aller regarder ce que les gens font et d'aller piocher des petits styles à gauche, à droite. Il y a El Miniaturista aussi, un peintre qui fait des Ouais. effets complètement fous. Et ben, par exemple, ces effets d'éclair et compagnie, là, avec des petits fils de fer, et où il bosse à l'aéro, bah, à fond que je regarde ça et je me dis, attends, mais il va falloir que je réfléchisse à un truc. Et je pense que pour mon armée Eldar, j'aimerais bien faire ressortir un peu ce truc-là. Mhm. Euh, donc ouais, faut aller regarder partout et même en fait aussi dans la peinture traditionnelle, il y a des super choses qui existent et qui sont Ah, le très musée très ça aide hein, inspirantes. Ah ouais, franchement ouais, ouais. ouais. Bah, surtout quand on commence à penser tout via le prisme du hobby, c'est Ah foutu. c'est terrible. Ah ouais, ouais, C'est c'est tous terrible. les films. Ouais. Là, en ce moment, je me fais Stargate SG1 quand je travaille. Et je me dis, Mhm. ah ouais, attends, on met un scénario avec une porte des étoiles, mais comment ça serait trop bien. En plus, je sais que Mhm. Games avait sorti une porte des étoiles chaotique en décor Ouais, tout à il y a fait. quelques temps. Donc je me Mhm. suis dit, ouais, attends, mais il y aurait un truc à faire parce que j'ai une armée du chaos aussi. Qui justement, elle, en termes de concept de peinture, l'idée c'était de faire un truc très rapide, mais très très stylisé et très graphique. Où en fait, Mhm. l'idée c'était faire du monochrome jaune. Et je voulais une Ok. armée monochromatique, mais
tout était monochrome jaune. Et au final, en fait, c'est une base rouge sur laquelle je fais du brossage à sec jaune de plus en plus clair. Donc il y a 2-3 couches de jaune. Mais du coup, une figurine, ça me prend, à tout péter, 5 minutes à peindre. Mais il y a un effet hyper graphique dans cette armée qui est trop bien. Et ça laisse place aussi beaucoup au sculpte que je fais du coup avec de la grid stuff et du rabio. Où en fait la peinture ne sauve pas la figurine, c'est le sculpte qui le fait. On va dire. Ouais, c'est ça. Alors que normalement c'est l'inverse. Non, mais du coup, c'est super intéressant. Ça fait quasiment déjà 1 heure qu'on parle. Alors, je te propose peut-être d'atterrir doucement vers des sujets qui nous emmènent vers le futur. Mais je voulais savoir un petit peu Très bien. quels étaient tes projets justement pour cette année. J'imagine que du coup, la chaîne YouTube va continuer d'une part. Et aussi après, tes projets hobby, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sur ton établi en ce moment, quoi. J'imagine des sœurs de bataille, parce qu'il y a Alors, l'objectif des ouais. 10 000 points. Mais l'objectif des 10 000 points, et encore, les sœurs de bataille, c'est vraiment un truc où je me dis, si ça prend 15 ans, ça prendra 15 ans. Parce que je veux que ce soit un projet vraiment qui soit une sorte de fil conducteur. Et les 10 000 points, c'est juste un objectif. Là, je dois être à pas loin de 6 000 points. Et en vrai, ça peut aller assez vite de gagner 4 000 points supplémentaires. Mais c'est pas, je vais pas chercher à finir vraiment ce projet-là avant de passer à un autre. J'ai un nouveau projet qui s'appelle la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, qui est une armée de l'Empire pour Battle et qui a été créée avec les viewers. Et en fait, maintenant, dès que quelqu'un sub, il devient un membre de la 51e compagnie. Et donc, une figurine porte son nom. Et sur notre Discord, il y a un channel privé pour toutes les personnes qui soutiennent sur Tipeee ou via Twitch. Et donc, dès que voilà, ils ont donné de la moula, et bah pouf, ils ont un channel privé qui s'appelle le bureau de recrutement de la 51e, où tout est en mode RP. Et donc j'interprète Ricardo Pastaga, qui est le chef de cette armée. Et voilà, là tout à l'heure, j'ai 3 personnes qui sont arrivées en recrue et qui mettent des petites descriptions, qui disent j'ouvre la porte sans trop savoir où je vais, je repère quelqu'un à côté de la taverne, je vais aller le voir. Et puis là, tout à l'heure, comme en fait j'ai mis un peu de temps avant de leur répondre, je leur ai dit vous voyez sortir d'une chambre de la taverne un type, la gueule fracassée, du sang séché sur lui, il vous regarde et il dit mais vous êtes qui vous? Ah ouais, des nouvelles recrues pour la 51e compagnie Ricardo Pastaga. Et là je dis il pète. Et voilà, et en fait c'est un peu ce truc en mode bonne ambiance rigolote, un peu bas du front. Et ce qui fait que voilà, il y a cette armée de l'Empire qui se crée. Avec sur le Discord, il y a un channel qui est ouvert à tout le monde et ils peuvent voir en fait la liste se remplir au fur et à mesure. Donc dès que quelqu'un sub, il doit me donner le nom et le prénom de son personnage ou le surnom de son personnage. Et donc c'est ça qui sera noté sur le socle. Et derrière, du coup, ça va être de faire des campagnes narratives avec rapport de bataille. Donc là, pour l'instant, il y a 4 parties qui sont programmées dans l'année et qui vont être diffusées du coup sur YouTube avec mort définitive. Donc quand à chaque fin de bataille, on va faire un système c'est avec mon frangin qu'on va faire ça. On va faire un système un peu à la Mordheim de blessures pour chaque figurine. On va lancer les dés et on va voir qui est blessé, qui a survécu, qui s'est perdu. On s'est dit que ça serait drôle que sur un jet de dés par exemple, un des personnages est parti pisser, mais l'armée a bougé sans lui et donc en fait il est perdu. Donc il sera pas là à la prochaine partie, mais il est pas mort. Mais juste en fait le mec a loupé le départ. Voilà, il pourra revenir, mais il a loupé le départ bêtement. Et il y aura mort définitive, donc il est possible que chaque personnage puisse mourir. Donc je pense que ça peut amener quelque chose d'assez fort aussi par rapport à la relation que les gens auront avec cette armée, de se dire est-ce que mon personnage à la fin de cette partie va mourir quoi, est-ce que ou alors il est mort, non. Après évidemment j'ai prévu un truc avec les morts et ça j'ai déjà annoncé donc je peux en parler là, mais au bout d'un moment après les 4 parties il y aura une 5e partie où le Ricardo Pastaga, s'il est toujours en vie, devra affronter une armée de morts-vivants. Et en fait, ce sera que des conversions des soldats qui sont tombés pendant la campagne. Et donc, il y aura une bataille entre les morts, les vivants et les morts-vivants, quoi. Donc voilà, ça c'est un des projets que je suis en train de faire. Ou pareil, en termes de peinture, pour moi c'est un petit challenge peinture où j'ai envie de pousser plus mon niveau. Donc pour l'instant, pour une infanterie, je suis à peu près à 7 heures de peinture. Donc il faut que je revoie complètement ma manière de travailler pour réussir à réduire ce temps-là. Ce que j'aimerais, c'est être capable de faire un régiment en une semaine. Donc il faut que je réduise mon truc. Et donc ça c'est le projet pour YouTube qui va venir. Après, j'ai envie de faire des vidéos sur mon projet de réécriture des règles de Warhammer 40 000. Parce que je réécris les règles de Warhammer 40 000 pour moi, parce que je n'aime pas la manière dont ça se joue, et j'ai envie de faire quelque chose qui me corresponde, avec un côté très simulation, et à la fois qui invite à la narration, et ce que je veux c'est qu'à chaque partie on vive une aventure, et que ce soit plus, qu'il y ait vraiment la dimension, qu'on retrouve la dimension jeu de rôle, mais en utilisant les jets de dispersion, en utilisant les gabarits. Là en ce moment j'apprends Warhammer V8, alors oui, pas The Old World mais V8,
Mhm. Parce que voilà, comme ça je fais jamais les choses correctement. Et ouais, et là bah, je suis en train de regarder les règles par exemple pour le canon, et je trouve ça absolument génial que le canon puisse exploser par exemple. Je trouve ça Mhm. fabuleux. On a fait une partie avec des amis, bah, justement on a appris avec la V8 il y a quelques mois. C'était plus facile pour tout le monde de faire ça. Et j'avais un magicien et qui a explosé. Voilà, sa tête a explosé. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire que ça se produise. Ça fait que tu te rappelles de ta partie. Et en plus, on était à 6 joueurs, mais on jouait en un contre un. Et mon frère était à l'autre bout de la table. Et je tourne la tête pour voir comment lui il va. Et il était tout pâle. Je voyais qu'il avait quasiment plus rien. Je dis, mec, ça va? Il fait, bah, tour un, mon sorcier a explosé. Et là, en fait, on s'est mis à rire. Et on trouvait ça juste trop drôle que, voilà, il perd la partie dès le tour un parce que son sorcier explose. Et donc, du coup, toutes ses unités derrière se dissipaient, etc. Euh, et c'était génial en fait, c'était absolument génial parce que pour moi une bonne partie c'est pas le fait de gagner, c'est ce que tu as vécu en fait pendant Bah tout le temps que tu as complètement, ouais. passé autour de la table, clairement. Et Mhm. donc du coup voilà, ça c'est un sujet que je vais aborder dans mes vidéos YouTube et surtout ma réécriture de Warhammer 40 000 et de parler aux gens de voilà, j'ai réécrit Warhammer 40 000, j'ai fait mon système de règles, je vous en parle, ça vous intéresse pas de problème, il y aura un PDF sûrement qui sera disponible, un truc comme ça. À voir. Et puis pareil, aussi, autre projet, je veux faire un fanzine autour de la figurine qui s'appelle La Tour du Mage Démon. Mais j'attends d'être plus mature dans mon hobby pour le sortir. Je l'ai annoncé un peu trop tôt. Il y a une personne, et je m'en excuse, qui a donné des sous sur Tipeee pour avoir le numéro 0. Et bon, bah, j'ai dit à cette personne, je suis désolé, mais en fait, je me sens pas prêt encore à écrire ce petit fanzine. Donc bon, j'ai trouvé des moyens de compenser en lui disant bah tu peux être capitaine de la cavalerie de Ricardo Pastaga en attendant, mais t'inquiète, t'auras le numéro 0, il y a pas de souci. Mais Ouais. euh, mais voilà. Ouais, il y a ce projet de fanzine fait maison. Je veux le faire Super maison. intéressant, ouais. Mm. Donc là, c'est auto-édition et faire des petites interviews, mais aussi proposer un petit scénario. Et ce que je veux aussi, c'est de l'écriture en cadavreski, donc que quelqu'un m'envoie une narration, Mhm. un petit paragraphe, et puis quelqu'un pourra écrire la suite. Et donc le mois d'après, parce que je veux faire un mensuel, eh ben, il y aura la suite de l'histoire, mais écrite par quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ça évoluera avec une sélection, etc. Et partager des conversions, partager des petits tips, les nouvelles découvertes. Bref, mais et aussi tout en physique. Pas de PDF, donc Ouais. que j'envoie par la poste. Voilà, pour retrouver un peu ce côté bah, troll de la vente par correspondance, ce petit magazine qui Ouais. était extraordinaire en 2 pages. Voilà, j'ai chopé un lot sur le bon coin avec quasiment tous les numéros et c'est exceptionnel comme magazine. Le magazine troll, il est fou. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de faire un fanzine sur la figurine dans le même esprit. Ouais, je trouve ça, je trouve que c'est cool. J'ai l'impression que c'est un, que ça soit dans la réécriture des règles ou l'idée de créer de nouveaux espaces, limite un peu plus à l'ancienne sur le hobby. J'ai Mm. l'impression que c'est un truc que pas mal de gens issus de notre génération qui, je pense, ont bien kiffé toutes les nouveautés autour de 40 000, se disent ok, c'est bon, on a bien mangé. Mm. Maintenant, on veut retrouver peut-être le truc qu'on a perdu entre temps, peut-être, et on Ah, essaie de renouer avec certaines clairement, choses, quoi. je pense qu'il y a ça, hein. Bah, on a grandi dans cette période où il y avait cette dimension jeu de rôle dans Mhm. le hobby et on gagnait pas pour marquer des points quand on jouait à Ouais. Warhammer. Enfin, moi en tout cas, j'ai fait peu de parties quand j'étais gamin, mais les parties que j'ai fait, que je gagnais ou que je perdais, à chaque fois c'était des moments trop drôles avec les copains. Je me rappelle du plaisir de poser le gabarit lance-flamme par exemple et de le bouger comme Mhm. ça sur la table et de voir ce que j'allais faire. Il y avait plein de trucs très ludiques et vraiment Mhm. très fun et pas prise de tête du tout. Je jouais en V3 et j'avais la fiche qu'on avait dans la boîte V3. Voilà, et cette fiche là, en fait, c'est comme ça que je jouais. J'avais cette fiche et je suivais juste les étapes, mais j'allais pas plus loin que ça, j'avais pas besoin de plus. Et c'était trop bien, et c'était trop bien. Ouais. Mm. Non, mais c'est cool qu'on y revienne et que ça crée aussi des nouveaux espaces ou même des nouveaux supports sur lesquels Mm. justement se greffer parce que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, malgré le fait qu'on soit de plus en plus connecté, il y a quand même pour ne pas nommer le jeu compétitif qui devient une sorte de norme et donc Oui, effectivement tout à ça a fait. Ouais. tendance à repousser les gens et à leur faire croire qu'ils sont une très petite minorité ou qu'ils sont chacun isolés dans leur coin alors qu'en fait très vite. Enfin là, moi, ça fait depuis le début de l'année que je commence à en parler dans le podcast, en discutant Mm. avec les gens qui nous écoutent. Là, en te découvrant, et au finalement, on se rend compte qu'il y a un peu les mêmes envies, tu vois, les mêmes influences. Je trouve ça super intéressant de se dire, là, voilà, on se rassemble, bientôt la bannière des joueurs narratifs va Ouais, se narratif, lever et ouais. nous allons contre-attaquer. Ça va être Bah, magnifique. ouais, c'est obligé d'arriver. Et puis même, le jeu compétitif devient tellement, en fait, dans sa forme hardcore, je trouve, que Mhm. forcément, en fait, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à suivre. Je comprends que ce jeu, cette façon de jouer existe, et je trouve ça très très bien, vraiment, qu'il y ait du jeu 100% compétitif, qui stimule Ouais, à bien sûr, ouais. fond les personnes qui aiment bien les stats, etc. Ça doit exister, clairement.
Mais il faut L'alternative doit qu'aussi, exister aussi. voilà, il faut que l'alternative clairement existe. C'est dommage que Games par contre s'en occupe pas. Ouais. Le mode croisade, j'ai lu un tout petit peu. Bon, je m'en cague un peu du mode croisade. C'est dans le système de jeu que j'aimerais bien trouver. Je sais pas, il faudrait. Bon, ils le feront pas, mais que Games ait vraiment un livre de règles où il y a 2 sections. Il y a vraiment cette section compétitive et une section plus au-delà du narratif. Plus cinématographique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément créer des campagnes, etc. Mais je pense que ce qui manque, c'est cet impact, c'est ça. effectivement, comme tu le dis, cinématographique, les souvenirs que ça crée en fait. Qu'on Mais a oui, perdu un peu avec les moteurs récents. Quoi. Ouais. Et donc voilà, et avec un autre moteur de jeu, du coup, et qu'on est vraiment dans le livre de règles 2 façons de jouer très différentes. Une très adaptée à un système compétitif avec des points de stratagème, une capture d'objectifs, marquer des points, etc. Et on a un autre penchant avec un jeu, retour au gabarit, des dispersions, des trucs un peu plus punitifs. Sur le moral, sur les trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, la phase de morale, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je ne vois pas une phase de morale quand je le joue. Mais en jouant à Battle, j'ai ressenti le fait que mes hommes fuient le champ de bataille. Et donc, par exemple, dans ma réécriture de Warhammer 40 000, je prends la phase de morale inspirée donc, de Battle, mais à la fois aussi de Mordheim avec des petits tableaux où, quand une unité fuit, tu as un D6 à lancer et en fait, tu regardes vraiment ce qui se passe. Toujours avec cette petite part de hasard de t'as pas tout le temps le contrôle sur tes hommes, t'es juste le général de guerre quoi. Tu peux pas avoir le contrôle sur tes hommes, tu peux pas choisir ce qu'ils font. Quand ils décident de se barrer, ils se barrent, point. Pareil dans mes règles là, j'ai envie de donner de l'importance au sergent. Je trouve ça toujours dommage que le sergent soit juste une figurine avec une attaque supplémentaire. Moi j'ai envie que ce soit un peu un héros. Et donc du coup encore, il a perdu son attaque supplémentaire. C'est dommage parce que du coup c'est un pion un peu différent, mais il a peut-être une arme spéciale, mais c'est tout. Et moi j'ai envie de voir un sergent héroïque ou alors un sergent qui tombe au combat et un de ses hommes qui prend la bannière et qui dit les gars suivez-moi et en avant. Et donc j'ai envie d'avoir ce truc où quand un sergent meurt, il y a un test de morale à faire, mais si tu réussis ton test de morale, un des soldats que tu désignes devient sergent à sa place, pour avoir vraiment ce truc de quand t'as fini ta partie, même si c'est pas une campagne narrative, mais tu peux dire le week-end dernier on a fait une partie et tu vois cette figurine il a lidé les hommes alors que le sergent est tombé au combat et juste c'est un tout petit truc mais ça fait que ton sergent quand il meurt tu te dis zut c'est lequel qui va prendre le dessus, est-ce que c'est le mec avec le bazooka, donc t'imagines ce mec avec le bazooka qui fait les gars suivez-moi et qui tire son immense roquette qui fait un trou dans le mur et hop là les mecs passent par là, enfin je sais pas, tout de suite c'est beaucoup plus stimulant et voilà. Mais après, ça c'est un truc que je disais dans ma vidéo, les règles c'est juste un support en fait. On en fait ce qu'on veut, c'est des bouquins. C'est pas un jeu vidéo où il faut apprendre à modder, ce qui est très difficile. Ouais, tu le disais, c'est pas une contrainte, c'est une espèce de cadre dans lequel on peut créer, rajouter voilà, c'est ça, clairement. Et je pense que ça sera un joli mot de la fin. En tout cas, merci encore de t'être prêté à l'exercice. On te retrouve du coup sur Twitch et sur YouTube. Je mettrai les liens dans la description de ce podcast, comme ça tout le monde pourra le retrouver. Et puis nous, écoute, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures hobbyistiques, YouTubesques, Twitchesques, je ne sais plus comment on parle Torsi. Et je vois derrière toi un noble animal qui s'agit. C'est le veau, qui est une mascotte sur Twitch, c'est le veau, voilà, c'est mon chien. Je pensais que m'accompagner sur le chantier, ça allait le fatiguer, mais là je crois qu'il a envie. Non, visiblement, je crois qu'il est en mode bon, les podcasts, c'est assez. Il faut qu'on arrête. Merci encore. Je te remercie énormément. Et on suivra tout ça. Et je merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux de notre côté et qui nous aident également sur Tipeee. Vous pouvez également, s'il vous reste des étrennes de fin d'année, aider Diffus également. Voilà, ça fait beaucoup de également, mais je vous laisse avant de me répéter et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Bonus. Trax.